Il s'agira maintenant, dans un autre projet, d'évoquer ces questions de provenance des matériaux à partir d'un projet qui dure depuis quelques années, alors qui m'est cher parce que j'ai la chance d'y avoir été associé par mes collègues, sur l'étude de la provenance des sculptures d'albâtre créées en France entre le XIVe et le XVIe siècle, et qui nous sera présenté par ces deux promoteurs, Pierre-Yves Le Pogam, qui est conservateur en chef du patrimoine au département des sculptures du musée du Louvre, et Lise Leroux, qui est géologue et qui est ingénieure de recherche, elle aussi, du ministère de la Culture, au laboratoire de recherche des monuments historiques. Et je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Merci Étienne. Je vais dire juste quelques mots en introduction. D'abord sur l'idée même de ce programme. Ce programme s'occupe des albâtres parce que c'est un matériau de la sculpture et un matériau qui jusqu'ici avait été très peu étudié dans son côté physique. Pourquoi on utilise l'albâtre, d'où il vient. Donc cela posait beaucoup de problèmes et Élise va vous l'expliquer longuement ensuite. Deuxièmement, pourquoi la France? Là aussi c'est une question, on pourrait se demander après tout, est-ce que c'est une raison nationaliste? Pas du tout. C'est tout simplement parce que la connaissance de l'albâtre en tant que matériau de la sculpture a été très avancée pour l'Angleterre depuis de nombreuses années, parce que l'Angleterre connaît, certains d'entre vous le savent peut-être, une production très abondante, de qualité variable, parfois avec des grands chefs-d'œuvre, parfois avec des œuvres plus modestes, entre le XIVe et le XVIe siècle, et cette production est donc très connue, très bien connue, même si d'ailleurs on n'avait jamais étudié non plus les caractères physiques. Enfin donc, précisément, donc, pourquoi le XIVe et le XVIe siècle? Là aussi c'est une raison toute simple, c'est parce que c'est la grande période de floraison de l'utilisation de l'albâtre en Occident du moins, le XIVe marquant, après quelques préludes peu connus, le grand moment de démarrage de cette production, et le XVIe siècle marquant une sorte d'apogée, non pas de fin, mais en tout cas d'apogée qui sera suivi par des utilisations moins nombreuses ensuite. Voilà en gros le cadre dans lequel nous nous situons, et je cède maintenant la parole à Lise. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la naissance de cette problématique et comment on en est venu à se poser cette question de détermination de la provenance de l'albâtre. C'est venu tout simplement d'une question de Jean-René Gabory, qui est à l'époque en charge du département des sculptures au musée du Louvre, qui m'a demandé, après avoir mis en exposition cette tête de Saint-Augustin, dont on avait quand même de fortes présomptions qu'elle venait du monastère de Brou et qu'elle avait le reste du corps de Saint-Augustin étant à l'époque disposé sur le jubé. La question était comment peut-on vraiment être sûr que nous avons le même matériau et que c'est bien la bonne tête, indépendamment des signes morphologiques liés à la sculpture. Et en fait, il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse à cette question parce que on ne savait pas comment déterminer la provenance des albâtres, qui sont des matériaux très particuliers. Alors, par le mot albâtre, on parle ici d'albâtre gypseux, qui fait opposition aux albâtres qu'on va trouver dans les vases canopes égyptiens, qui sont composés de calcite. Donc ici, on ne parle que d'albâtre gypseux, qui est l'albâtre du géologue, qui est composé de sulfate de calcium, hydraté pour le gypse, et parfois anhydritique, c'est-à-dire sans eau. Ce sont des roches de faible dureté, donc faciles à sculpter, qui ont souvent une texture fine et homogène et une couleur blanche. Cette homogénéité et cette couleur blanche les a souvent rapprochés du marbre, avec lesquels on peut les confondre. Et puis, cette grande homogénéité, cette couleur blanche apporte une autre particularité, c'est qu'il n'existe pas de signes visuels distinctifs et caractéristiques, donc des caractéristiques qu'on dit pétrographiques, qui permettent d'en faire l'identification de la provenance. Alors, comment identifier la provenance du matériau et pourquoi le faire? Identifier la provenance du matériau présente un intérêt archéométrique et historique que vous voyez tout de suite, j'imagine, mais ça a aussi des enjeux qui sont des enjeux de conservation et de critique d'authenticité. En l'absence de texte, alors il se trouve que pour une des images qui sont présentées ici, qui est le retable du maître-autel de la cathédrale de Perpignan, on avait les textes et on savait pertinemment d'où venait l'albâtre sculpté, c'est-à-dire d'une carrière espagnole.
En l'absence de texte, fallait jusqu'à présent faire des hypothèses de provenance de l'albâtre qui étaient basées soit sur des indications stylistiques, et Pierre-Yves vient de vous en parler, il y a toute cette typologie d'albâtre dit de Nottingham anglais qui est très caractéristique d'un point de vue stylistique. Il fallait faire des hypothèses basées sur des indications historiques ou de proximité géographique. Et c'était le cas, par exemple, pour cette façade sculptée que vous avez à droite, qui est en extérieur au palais Jacques d'Amboise à Cluny, donc en Saône-et-Loire, où on a à proximité une carrière qui, par ailleurs, appartenait à l'abbaye, ce qui fait une forte présomption de la provenance du matériau. Mais il n'existait pas de méthodologie qui permettait de travailler hors contexte. En 2010, on a commencé à se poser la question de savoir comment on allait procéder, et on s'est basé sur l'équivalent de ce qui existait pour les marbres blancs utilisés à l'Antiquité, qui sont des pierres sensiblement équivalentes, homogènes, blanches et fines. Et pour ces matériaux, il existait depuis longtemps un référentiel dit géochimique et basé sur l'analyse isotopique. Alors, je vous passe les détails de l'analyse isotopique. Il faut savoir qu'en fait, certains atomes ont des anomalies de masse atomique, on va dire ça, on va appeler ça des anomalies, et que l'on peut doser ce rapport d'anomalie par rapport à une certaine normalité. Et ces rapports nous donnent des signatures. On a travaillé bien sûr sur le soufre et l'oxygène, qui sont un des éléments de composition des albâtres gypseux, et puis surtout en ayant travaillé en amont sur des dosages et de l'analyse, différents types d'analyses comme ici en microscopie électronique, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent une forte proportion de strontium dans ces matériaux, souvent sous la forme d'un minéral qui s'appelle la célestite, qui est un sulfate de strontium. Donc on a utilisé ces trois éléments qui nous ont donné des signatures isotopiques et qui avaient l'intérêt, d'une part, d'être liés à l'évolution de l'isotopie de l'eau de mer au cours des temps géologiques, c'est-à-dire que ça nous donne une datation géologique quelque part, et puis qui avait aussi la caractéristique d'avoir une signature qui était une signature liée à l'environnement qu'on appelle paléogéographique, c'est-à-dire la géographique du lieu de dépôt au moment où la pierre s'est déposée. Donc on a espéré que la conjonction de ces deux signatures, c'est-à-dire une signature plus globale, nous amènerait des réponses. Alors, c'était un travail de longue haleine. Vous avez vu 2001 la première question, 2002 la première visite de carrière, et on en a visité plusieurs un peu partout en France et en Europe. Et puis, dans une deuxième phase du travail, il a fallu travailler sur les œuvres. On a commencé par des œuvres sur lesquelles on avait des indications de provenance qui étaient plus ou moins certaines pour le matériau, hein, j'entends. Et c'est en phase 2 parce qu'il faut réaliser des micro-prélèvements. Une des réalités de la première phase de l'étude, ça a été qu'on ne peut pas travailler sans faire des prélèvements sur les œuvres. Alors vous avez ici, entouré en rose, la zone de prélèvement qui est minime. Il faut 100 mg de matière pour pouvoir travailler. On prélève bien sûr sur les œuvres où c'est nécessaire, où il est possible de prélever, souvent dans des zones de goujonage préexistants. Travail de longue haleine et travail qui a nécessité une, on va dire, multipluridisciplinarité, regroupant diverses institutions que je ne vais pas toutes citer, qui sont françaises, européennes, patrimoniales et scientifiques. Mais je vais quand même citer le Bureau de recherche géologique et minière, qui a été notre principal partenaire et où se font les analyses isotopiques, qui est très moteur dans ce projet. Les résultats. Les résultats pour les carrières sont présentés ici sous la forme de nuages de points qui sont des référentiels. Donc il a fallu quand même aller vraiment dans beaucoup de carrières pour pouvoir obtenir ces matériaux. Vous avez sur le graphique de gauche les résultats du soufre en fonction de l'oxygène, et sur la graphique de droite, en bas, on a mis le strontium à la place de l'oxygène, et vous voyez que la conjonction de ces des signatures isotopiques de ces trois éléments permet d'avoir des nuages de points qui sont assez resserrés. Donc c'est une solution qui marche.
Quand on replace certaines œuvres sur ces graphiques, on s'aperçoit qu'on a aussi des centres carriers qui sont apparus pour la sculpture française de façon déterminante. Bien sûr, les albâtres anglais que l'on soupçonnait beaucoup, mais surtout l'apparition dans l'utilisation dans la production d'albâtre d'une carrière qui n'était pas inconnue, mais qui était largement méconnue, qui est située dans le Dauphiné, et qui a produit dès le XIIe siècle avec certitude pour un usage local, mais qui a vu à la faveur de l'apparition de la sculpture XIVe, XVe, XVIe, une grande diffusion se faire. Vous l'avez notamment utilisé pour ce pleurant du duc de Berry, du tombeau du duc de Berry, mais aussi pour toute la sculpture, enfin une grande partie de la sculpture funéraire pontificale à Avignon. Et cette carrière, elle est idéalement bien placée dans le sens où elle est juste au bord d'une rivière qui s'appelle la Romanche, qui va se jeter dans l'Isère et qui ensuite va se jeter dans le Rhône. Donc là, on a une possibilité de diffusion économique, enfin, à grande échelle qui existe. On va faire un petit aparté maintenant sur le cas particulier du groupe de l'Annonciation, qui était dans l'église de Javernan dans l'Aube. Une des statues de ce groupe, qui est de la Vierge, ici à droite, est conservée au musée du Louvre. Et elle a son ange, qui est localisé au musée de Cleveland, aux États-Unis. L'idée a été de vérifier qu'on avait bien un groupe homogène en faisant ces analyses d'albâtre. Et il se trouve qu'effectivement, vous voyez qu'on a les deux points qui sont localisés avec une provenance commune dans une carrière qui est dans le Vaucluse, en Provence, à Malaucène. Autre source dont on pourrait parler ultérieurement. Et puis, il se trouve que dans la base de la Vierge, il y avait eu un prélèvement de faits qui tombait dans un nuage de points complètement différent. Et en fait, nous avons découvert à cette occasion qu'il y avait eu une restauration de cette statue qui était très finement faite, avec un albâtre provenant d'Italie, de la zone de Volterra, qui est bien connu, mais qui est probablement de mise en œuvre 19e ou 20e. Ça nous renvoie à la question de l'authenticité. On a vu quelque part un peu la question des ateliers, et là, ça nous renvoie à la question de l'authenticité. On peut se demander, sur ces deux vierges qui sont similaires, une conservée au Métropolitain et une étant à l'église Saint-Georges à Couilly-Pont-aux-Dames, quel est le matériau d'origine? Pour le Metropolitan Museum, très longtemps, elle a été dite en albâtre et il se trouve qu'elle est en marbre. Et ça renvoie à la difficulté d'utiliser le vocabulaire qui est donné dans les sources médiévales, qui n'est pas toujours juste. Pour celle qui est située à droite, dont l'image est située à droite, dont on sait qu'elle est en marbre, la question qui va se poser est de savoir si c'est une copie du 19e ou si c'est une œuvre du 14e siècle. Mais là, ce n'est pas par la nature du matériau qu'on pourra répondre. Et puis, dans cette question de l'authenticité, j'aborde un point qui a été soulevé par Isabelle dans son exposé, qui est le point de la production de faux, avec cet exemple qui est présenté à droite, qui représente donc un relief assyrien par un faussaire anglais, dont je ne dirai pas le nom parce que je suis très mauvaise en anglais, Sean Greenlatt de Boughton, c'est ça, qui a produit en Angleterre dans les années 2000 une quantité d'œuvres très, très importante, et pas que de l'albâtre, et ce sont des œuvres qui étaient très bien produites et qui ont été se vendre dans les musées, et pour lequel on a aujourd'hui un moyen, on va dire, technologique de détection du faux. Voilà. Est-ce que j'ai une minute pour conclure, c'est ça ? Non ? Oui. Alors juste en conclusion, le fait de dire que ce programme dure déjà depuis un bon moment, quelques années, et simplement ça c'est une chose que j'aimerais signaler. Les résultats que nous présentons aujourd'hui, qui ont été publiés d'ailleurs au début de l'été dans la revue de l'art, sont des résultats qui portent sur une 60aine d'échantillons. Mais une chose vraiment importante dont on ne se rend pas toujours compte, c'est que nous avons depuis fait beaucoup d'autres analyses
Et ces analyses nous amènent à d'autres résultats, d'autres connaissances qui complètent, qui ne corrigent pas, je vous rassure, mais qui complètent et qui nous donnent une vision beaucoup plus importante, plus intéressante encore. Mais il faut les publier. Donc j'insiste encore une fois, c'est quelque chose qu'on a entendu ce matin. La publication, c'est pas seulement le couronnement d'une recherche, c'est vraiment le moment de son aboutissement et du moment où elle devient publique, c'est-à-dire le fait qu'elle devient publique, c'est qu'elle est partagée par la communauté scientifique, qu'elle peut être accueillie par elle, discutée, commentée, critiquée éventuellement. Et je pense que c'est vraiment très important de le rappeler, car cette phase de l'analyse, de la compréhension, c'est bien sûr essentiel pour nous. C'est une grande joie quand nous arrivons à des résultats aussi spectaculaires que ceux que nous avons obtenus ici. Mais en réalité, tant que nous ne les avons pas publiés, j'allais dire, tout est encore à faire. Voilà.